Allez, on part à Belém ce matin. La 30e conférence de l'ONU sur le changement climatique commence aujourd'hui. Comme à chaque fois, des dizaines de milliers de personnes se réuniront durant près de 2 semaines pour, c'est la question, pourquoi faire? Quelles décisions et surtout quelles obligations pour faire respecter les engagements? Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui-même déclaré tout récemment que l'accord de Paris avait finalement été un échec, le monde n'ayant pas réussi à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Alors faut-il s'attendre à un grand sommet pour pas grand-chose à l'arrivée? Réponse le 21 novembre. En attendant et avant même que la COP ne commence, le président Lula l'a présenté comme la meilleure de toutes les COP, avec un fort accent mis sur la représentation des peuples autochtones. Plus de 500 peuples du bassin amazonien seront sur place. 3000 personnes au total, dont notre invité de ce matin, Steve Norino. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous par téléphone depuis Belém. Vous êtes délégué de la FOAG, la Fédération des organisations autochtones de Guyane. Ça fait plusieurs jours que vous êtes déjà sur place en amont de la COP qui commence aujourd'hui. Je le précise et on en reparlera tout à l'heure. Ça fait une bonne année, on va dire, que la FOAG travaille avec d'autres organisations comme la COIAB, Coordination des organisations autochtones de l'Amazonie brésilienne, pour que en gros, tout le monde, on va dire, parle d'une même voix pour affirmer une parole autochtone pendant la COP. Déjà, racontez-nous un petit peu, là, ça ressemble à quoi Belém, entre le monde qu'il y a, les délégations et tout le reste? Vous êtes dans quel état d'esprit, on va dire, Steve Norino? Ici, on sent vraiment une vraie effervescence parce que il y a beaucoup d'attentes, surtout de la part des peuples autochtones amazoniens, parce que c'est vraiment un enjeu qui est crucial et c'est vraiment historique dans le sens que ça se fait en Amazonie la COP et on ne sait pas quand la prochaine fois ça sera dans le secteur. Donc tout le monde est en effervescence dans l'attente de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de revendications qui se font attendre et il y a beaucoup d'attentes aussi, des attentes qui sont là depuis longtemps. Et il y a des personnes qui travaillent. Nous aussi, on travaille. On est là, on est représenté par le G9 amazonien. On a beaucoup d'attentes par rapport à nos droits, notre autodétermination et nos terres. Le côté historique, on va dire, de cet événement, il revient beaucoup là quand vous discutez un petit peu avec toutes les personnes qu'il y a autour de vous? Oui, il y a beaucoup parce que c'est vraiment le focal, il est mis sur l'Amazonie. On sait que l'Amazonie contribue beaucoup par rapport aux émissions de CO2, par rapport à la production d'oxygène, par rapport à la biodiversité dans le monde. C'est une grosse partie. C'est l'un des poumons du monde. Et oui, il y a une tension parce qu'il y a beaucoup d'attentes de démarcation au niveau du Brésil, de choses concrètes des actions qui puissent être concrètes. Et pour nous aussi, du côté de la Guyane, on a beaucoup d'attentes parce que c'est pour nous montrer au monde entier que nous existons et que nous sommes là aussi, que nous avons droit à notre autodétermination. On reviendra évidemment sur les revendications concrètes, sur les points concrets qui sont mis à l'ordre du jour, on va dire, par l'ensemble des représentants autochtones de Guyane, mais aussi de tous les autres pays. D'abord, et je le précise parce que c'est important d'avoir ça en tête pour tout le monde, pendant une COP, en fait, il y a 2 zones. Il y a la zone verte, donc là, en gros, où il y a toute la société civile, et puis il y a la zone bleue, où il y a les négociateurs et les gouvernements. Vous serez dans quelle zone, Steve Norino? Je serai dans les 2 zones, dans la zone bleue et dans la zone verte. Donc, j'ai l'opportunité d'être dans les 2 afin de pouvoir faire le plus de travail possible. Je vous pose cette question quand même sur la zone où vous serez parce que, oui, il y aura beaucoup de représentants autochtones à Belém, mais il y a quand même une vraie question sur le réel pouvoir de décision en fait des autochtones pour peser en fait sur les négociations. De quel œil est-ce que vous regardez ça, Steve Norino, sur le pouvoir, la capacité d'action concrète des peuples autochtones là pendant cette COP? On sait que du côté du Brésil, les peuples autochtones ont un peu plus de poids et à travers surtout la COIAB qui réunit des organisations autochtones de leur pays et transfrontaliers et internationales. Donc, mais c'est vrai que cette question-là du réel pouvoir des peuples autochtones se pose quand même parce que à la table des négociations, on n'est pas vraiment présent. Donc, mais c'est quand même une fenêtre de tir qu'il faut pas rater parce que le monde entier a les yeux rivés vers l'Amazonie et on peut faire entendre nos voix. C'est à nous de faire en sorte que nous puissions mener nos revendications au plus haut. Ouais, en fait, il faut pas voir que la COP comme un sommet où il y a des négociations et où il y a des décisions qui sont actées, mais aussi en fait comme une immense tribune où tout d'un coup, en fait, ce qu'on dit, ça a des impacts et des échos sur la planète entière. Oui, parce qu'il y en a beaucoup que, une fois que la COP sera finie, si certaines revendications sont pas menées,
ben, le monde entier partira vers d'autres problèmes ailleurs dans le monde et on oubliera tout ça. Donc, il faut marquer les esprits par notre présence, par nos revendications et bien sûr par le fait que nous avons notre autodétermination qui est là et qui est réelle. Marquer les esprits, ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'il y a des actions précises qui sont prévues? Le 17, oui, il y a le 17 novembre, il y a la grande marche des peuples autochtones. Et là, on pourra vraiment ça, c'est vraiment une action qui est menée concrètement. Et ça va être une grande marche, l'une des plus grandes marches de la COP. Et donc, lui, là, on pourra vraiment attirer l'attention sur nos revendications du monde entier. En préparant les questions, je suis tombé sur cette phrase et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je cite la phrase, hein. La participation des autochtones durant les COP est plus souvent une vitrine d'inclusivité qu'un véritable partage du pouvoir. On en parle là depuis quelques minutes, mais je voulais voilà savoir un petit peu ce que ça vous inspirait à vous. Est-ce que vous avez quand même malgré tout l'espoir que cette vitrine-là, elle se traduise en fait en actes et en décisions politiques, Steve Norino? On sait bien, nous peuple autochtones, que la COP, c'est pays entre pays qui font des discussions pour se donner bonne chance. On ne se leurre pas dessus, mais c'est une plateforme aussi où on peut rebondir aujourd'hui plus que jamais, comme c'est à Belém dans l'Amazonie. Donc, c'est une plateforme qu'on utilise pour pouvoir faire entendre notre voix. C'est vrai que c'est une négociation contre pays, mais nous avons de l'espoir de pouvoir justement mettre des actions, d'être en direct contact avec des journalistes du monde entier, d'être en contact avec des personnes qui ont du poids, parce qu'il y aura en gros, il y aura un rassemblement de personnes qui ont de l'impact sur, que ce soit au niveau financier, que ce soit dans leur travail, ici même, de les rencontrer, de faire entendre nos voix et faire avancer notre cause. Alors évidemment, il y a comment dire, il y a l'aspect symbolique d'avoir beaucoup de représentants autochtones à Belém en Amazonie, mais il y a aussi et surtout des revendications précises sur des points concrets. Je vous ai écouté, Steve Norino, parce que vous avez fait une petite vidéo que vous avez partagée sur la page Instagram de la FOAG. Vous demandez donc plusieurs choses la reconnaissance des 6 peuples autochtones de Guyane par la France, la démarcation des terres autochtones et l'accès aux fonds internationaux pour les peuples autochtones. C'est surtout ces 3 points-là que vous avez envie de mettre en avant là durant toute la COP? Là, lui, la première revendication que nous avons, c'est celle de que la France ratifie la Convention 169 de l'OIT, qu'elle veut toujours pas ratifier, pour soi-disant que c'est quelque chose de contraire à la Constitution française. Notre autodétermination, elle est gage de la sauvegarde de l'Amazonie aussi, parce que nous, peuple autochtone de Guyane, nous sommes amazoniens et la France quand elle va comme encore récemment, quand elle va au Brésil parler au chef Raoni, par exemple, le président, il cite jamais les peuples autochtones de Guyane. On est invisibilisé. Aujourd'hui, notre demande, c'est même pas une demande de reconnaissance, c'est que nous proclamons notre autodétermination à garder notre culture, à garder notre mode de vie. Sans cela, on peut pas parler de terre, on peut pas parler de droit. On a besoin de cela avant toute chose. Donc que la France puisse ratifier la convention 169 de l'OIT sera déjà quelque chose de gagné et après le reste en découlera. Mais c'est la première revendication qu'on a. Il se passerait quoi justement si si la France ratifiait cette convention? Mais ça serait une reconnaissance le président français parle de France amazonienne. Il disait à Raoni que c'est Ouais. un exemple de liberté, une fierté pour les peuples autochtones qui défend, parce que les peuples autochtones, c'est eux qui défendent la nature, ils sont gardiens ils s'engagent de cette nature-là. Et nous, alors, nous, c'est la même chose, sauf que nous, on est invisibilisés par l'État français et nous voulons que cette convention soit ratifiée afin que nous ayons les mêmes reconnaissances, que notre dignité ne soit pas souillée par des propos hypocrites. Donc premier point, ratification de cette convention. Deuxième point, donc la démarcation des terres autochtones. On le sait que la question du foncier, elle est primordiale en Guyane comme au Brésil d'ailleurs. Je suis tombé sur ce chiffre tout à l'heure. 22% du carbone des forêts tropicales se trouve sur des terres qui sont gérées par des communautés autochtones, mais un tiers de ces communautés, en fait, elles sont pas reconnues juridiquement. Est-ce que la question justement de ces droits fonciers, Steve Norino, c'est pas un peu un angle mort là des négociations qui vont commencer pendant la COP? Bien sûr, c'est un angle mort. C'est l'une des revendications qui seront très très fortes, le droit foncier. Et c'est pour ça que je reviens
que je reviens au droit autochtone, la reconnaissance des peuples autochtones, que ce soit dans l'Amazonie ou que ce soit en Guyane, qui fait partie de l'Amazonie, mais qui veut être mise à part. Et cette revendication-là sera martelée tout au long de la COP, parce qu'il y a encore des peuples qui sont pas sûrs de leur terre, de leur territoire, de pouvoir avoir l'accès à leur terre. Et tout comme nous aujourd'hui, nous sommes en Guyane, mais nous avons aucun accès à nos terres historiques. Et aujourd'hui, c'est l'une des revendications qui seront très fortes à la COP, la terre et la souveraineté. Comment dire, là on parle depuis tout à l'heure pas mal des revendications du coup autochtones guyanaises, mais pas que. C'est quoi le lien finalement entre toutes ces revendications là et la lutte pour le climat, puisque c'est quand même l'objet de la COP. Voilà, le lien entre tout ce que vous demandez et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est quoi finalement? Aujourd'hui, nous savons que 80% de la biodiversité est gardée grâce au mode de vie des peuples autochtones. Et c'est un chemin que beaucoup veulent emprunter. Plus regarder une écologie qui vient de l'Occident, une écologie qui est à géométrie variable selon leur bon vouloir. Aujourd'hui, nous savons que c'est un fait que le mode de vie des peuples premiers est quelque chose qui contribue à la sauvegarde de la nature, des biodiversités, et qui fait en sorte que le changement climatique puisse être renversé. Et c'est pour ça que nous avons comme revendication la reconnaissance de notre souveraineté, la démarcation de nos terres, parce que grâce à cela, nos modes de vie, nous pourrons faire en sorte que la forêt ne puisse pas reculer, mais de la préserver, et même de faire en sorte de pouvoir faire balancer la balance avant qu'on arrive sur le point de non-retour. Ouais, en fait, de faire en sorte que, comment dire ça, la lutte contre le réchauffement climatique soit pleinement intégrée en fait au mode de vie et qui est déjà intégrée, pardon, au mode de vie des habitants qui sont déjà sur place en fait. Exactement, parce que sans la reconnaissance, sans reconnaître que les peuples autochtones sont souverains, que les peuples autochtones ont un mode de vie, une société qui sont millénaires, et la déforestation qu'il y a quelques décennies, alors qu'avant tous ces millénaires-là, nous étions là, nous avons gardé les forêts, nous avons gardé nos territoires, nous ne l'avons pas détruit, et qu'en moins de 100 ans, le changement climatique est arrivé et que tout a basculé. Et c'est pour ça que nous réclamons, nous demandons la reconnaissance de notre autodétermination, pas de reconnaître en tant que peuple autochtone, tout simplement, mais notre autodétermination pour avoir accès à notre durabilité. Alors, et je le disais tout à l'heure, il y a eu un vrai travail en amont de cette COP avec la COIA, donc la coordination des organisations autochtones de l'Amazonie brésilienne, pour donc préparer pardon là les discussions qui vont commencer. Expliquez-nous un petit peu, ben voilà, de quoi est-ce que vous avez discuté? C'était quoi l'objectif en fait de toutes ces réunions de préparation, Steve Norino? Depuis plus d'un an maintenant, le G9 amazonien, c'est un rêve amazonien qui est en train de se concrétiser actuellement, qui commence à prendre du poids. C'est que l'Amazonie tout entière, les peuples autochtones tout entière, peu importe les pays, puissent en faire qu'un, et que leur voix puisse être vue du monde entier, afin de pouvoir être une barrière contre le changement climatique. Et pour que chaque peuple puisse en faire qu'un et avoir pleinement accès à leur autodétermination. Hmm. Ça, c'est le but du G9, afin de pouvoir faire contre tous les G20, toutes les autres G qui existent, et d'avoir un G9 amazonien. Bon, avec une marge de manœuvre. Là, pour le coup, on parle du G9 qui est pour l'instant quand même assez limité, parce qu'il me semble que le dernier là qui s'était tenu, c'était au mois d'avril à Brasilia. Il y avait des milliers d'autochtones qui étaient venus de tout le Brésil pour protester et s'élever contre le projet de Petrobras qui est soutenu par Lula. Finalement, l'autorisation elle a été donnée pour que Petrobras aille faire ses forages au large de l'Amazone. On voit bien que la parole autochtone pour l'instant, elle est pas non plus totalement entendue, et de loin, par le gouvernement brésilien. Aujourd'hui, on a vu comment la parole autochtone, qui n'a jamais été vraiment écoutée, que quand ça arrangeait politiquement certaines personnes. Ouais. Mais on voit aussi les conséquences de ce qui arrive aujourd'hui, que on est en train d'arriver sur un point de non-retour, et qu'aujourd'hui, si on continue dans un système qui est pleinement capitaliste et qui ne conçoit pas les autochtones dedans, eh ben nous allons vers cette bascule-là, et on sera sur un chemin de non-retour. Aujourd'hui, et plus que jamais, si la voix autochtone n'est pas entendue telle qu'elle est, c'est-à-dire en tant que peuple et en tant que
peuple souverain, on ira dans ce point de non-retour et le monde pourra pas dire que nous avons rien fait. Ouais, et c'est pour ça que vous proposez, une politique amazonienne globale. Hein. L'idée là vraiment pendant la COP, c'est que toutes les organisations, tous les représentants parlent d'une même voix pour ne pas que chacun fasse son action un petit peu dans son coin. C'est à peu près ça l'idée. Exactement, c'est de donner du poids à chaque pays, les plus petits comme les plus grands. Le Brésil aujourd'hui est leader avec la COIAB sur le mouvement autochtone. Bien sûr. Et aujourd'hui, elle est en train d'entraîner tous les autres mouvements des petits pays comme la Guyane française, comme le Suriname, comme le Guyana, comme l'Équateur. Ils sont en train de les pousser comme un seul homme afin de pouvoir faire une seule voix face à ce défi climatique que nous avons. Sans la protection de nos forêts, de nos terres, le monde entier sera menacé. L'action politique autochtone aujourd'hui, Steve Norino, elle est beaucoup plus coordonnée à l'échelle internationale qu'il y a quelques années. Elle est beaucoup plus coordonnée. Il y a un réseau qui est vraiment excellent et le travail se fait vraiment. Il y a beaucoup plus de personnes activistes, militants qui font le travail. Et aujourd'hui, en Guyane aussi, nous aussi, on a des personnes qui font le travail et c'est quelque chose qui donne du courage, qui donne de l'espoir, parce que le travail qui a été mené depuis longtemps par beaucoup sont morts pour cela, beaucoup ont été assassinés et encore le chef Raoni qui est encore vivant mais qui est très âgé. Mais aujourd'hui, il y a d'autres voix qui s'élèvent. Ça donne un peu d'espoir afin de pouvoir faire avancer notre cause avec un réseautage qui est international. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup Steve Norino d'avoir été avec nous ce matin. Juste petite précision, s'il y a des personnes là qui ont envie de vous suivre pendant la COP, vous serez actifs, je suppose, sur les réseaux sociaux. On sera très très actifs. On va essayer de faire en sorte que les personnes puissent voir qu'est-ce que la COP, quels sont les enjeux. On pourra nous suivre dans la page de la FOAG, de la Fédération des organisations des peuples autochtones de Guyane, donc la FOAG, ou sur ma page personnelle Steve Norino sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux. Et on s'arrête à temps parce que on vient de perdre la connexion. Merci beaucoup Steve Norino d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir.